Madame, Messieurs, bonjour. Tête à tête de ce jour reçoit Monsieur Germain Kambinga, président de la formation politique Le Centre. Avec lui, nous allons analyser l'actualité politique dans le pays, mais aussi ses propositions pour le changement en République démocratique du Congo. Bonjour, Président. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je suis en face d'un ancien ministre de l'Industrie sous Kabila et vice-ministre sous Tshisekedi lors de son premier mandat. Première question, ça concerne l'actualité sécuritaire. Il y a M. Lutundula qui atteste, qui a des renseignements attestant qu'il y a des collisions entre le président Kabila et le M23. Vous avez connu l'homme Kabila. Vous pensez qu'il peut être derrière cette situation? Non. Si c'est l'homme que je connais, je dirais non. Moi, je connais le président Kabila comme un républicain, comme un homme qui a d'abord une haute image de sa personne. Déjà, ça, il faut le savoir. Je ne le vois pas passer du statut d'ancien président à celui de rebelle. De ce que je peux dire de l'homme que je connais. Hein. Moi, je pense que dans la vie, la vraie liberté, c'est celle de toujours pouvoir être en face de sa conscience. C'est un homme qui était chef de l'État, qui a cédé le pouvoir pacifiquement, hein, et qui a, avec le président Tshisekedi, été l'architecte. C'était les deux architectes de l'alternance pacifique. Pour qu'il y ait alternance pacifique, il fallait qu'il y ait un homme qui accepte de céder le pouvoir sans effusion de sang, et un autre qui accepte de prendre le pouvoir sans chasse aux sorcières. Le FCC et le CACH se sont alors mis ensemble pour faciliter cette étape qui était essentielle. Donc je ne comprendrai pas, alors aujourd'hui, que cet homme qui a été à l'avant-garde de la construction de notre espace démocratique, comme président de la République, comme un des installateurs des institutions démocratiques telles que nous les connaissons, une présidence de la République, un gouvernement émanation d'une assemblée nationale, une assemblée nationale bicamérale, des élections pluralistes depuis 2006, et tutti quanti. Je ne comprendrais pas que cet homme-là puisse devenir un rebelle. Moi, je ne suis pas... lorsque sa majorité a été arrachée, lorsqu'il y a des actes posés par le régime qui frustrent l'autre camp, cela ne suffit pas. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que le président Kabila soit beaucoup plus contraint aujourd'hui qu'hier à faire des choses qui iraient en dehors des convictions qu'il a donné ou qu'il a présenté à l'opinion congolaise. Je pense qu'il est dans un détachement qui l'éloigne de ces préoccupations-là par choix personnel. Et d'ailleurs, ce n'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que très peu de gens font les bonnes analyses sur ce que serait la République démocratique du Congo, avec un président de la République honoraire comme Joseph Kabila, qui serait en permanence dans une ingérence critique du fonctionnement quotidien du pays. Je ne pense pas que notre pays est tout à fait prêt à cela. Hein. Ce recul qu'il prend, c'est peut-être aussi pour le bien de la nation. Malheur à ceux qui voudraient se servir de sa personne ou de son aura pour leur propre existence politique. Et c'est peut-être ça aussi le message qu'il faut percevoir par rapport au recul qu'il a pris par rapport aux choses. Maintenant, les services de renseignement sont à l'œuvre, font certainement leur travail. Vous et moi ne sommes pas dans le secret des dieux. Moi, ce que je peux souhaiter, je suis un homme de centre, je suis un homme de consensus. Je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu cette brutale séparation entre les deux constructeurs de l'alternance démocratique, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Je suis un homme de rassemblement, un homme de dialogue, un homme de synthèse. Je ne souhaiterais pas que de toute façon la République puisse être divisée ainsi dans son corps intérieur pendant que nous sommes menacés par le Rwanda,
par les officines derrière le Rwanda qui ont deux visées. La première visée, elle est hégémonique, c'est la balkanisation du Congo et l'extension de l'influence géopolitique du Rwanda. La deuxième visée, elle est géoéconomique, c'est la continuation du raccordement frauduleux pour l'exploitation à moindre coût des ressources naturelles, minières de la République, des minérales de la République démocratique du Congo, au bénéfice du marché international qui est aujourd'hui nourri de façon tout à fait regrettable, parce qu'il n'y a pas de fair business dans ce qui est en train de se faire, parce que tout vient du Congo, sans que les Congolais puissent en profiter, et ce statu quo convient un tout petit peu, dans une indifférence générale, à cette opinion internationale qui voudrait bien souvent se faire valoir comme bien pensante. Donc moi, je suis pour le rassemblement des Congolais, pour que toutes les intelligences soient mises en œuvre, même celle du président Kabila qui a géré cette guerre, qui a combattu le M23, qui a même réussi à les neutraliser, dirais-je, en 2013, et le président Tshisekedi qui en fait, aujourd'hui plus qu'hier encore, le sabord de sa gouvernance. Il a été élu pour gagner la guerre. Il a rassemblé les Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de toutes les ethnies, de toutes les régions, de toutes les provinces. Il a enjambé tous les clivages parce que le pays est en guerre et que les Congolais ont voulu nous envoyer un message de rassemblement. Donc moi je pense que le corps social congolais doit se réunir et toutes les énergies doivent être mobilisées. Ne cédons pas, si vous voulez, à cette facilité politicienne de la sissiparité qui voudrait que les intérêts des uns soient plus assurés lorsque les gens ne s'entendent pas plutôt que lorsqu'ils s'entendent. Lorsqu'il prête serment devant la Cour constitutionnelle au stade des martyrs, il tend à nouveau la main. Et là, il est encore plus explicite puisqu'il dit à ses opposants qu'ils ont un rôle à jouer dans la gouvernance du pays. Donc cette main tendue, elle est là, mais ont-ils répondu? Veulent-ils répondre? Où sommes-nous dans cette stratégie permanente du dos à dos qui a retardé le Congo et qui n'est surtout pas utile à ce moment où le peuple lui-même nous a déjà donné le message du rassemblement? Je vous ai dit, les élections ont été pendant des années un fait sociologique, culturel. Au Congo, les bastions électoraux ne sont pas des bastions idéologiques. Vous savez, en France, aux États-Unis, par région, on s'est distingué les bastions de droite et de gauche. Alors, Président, cette politique des dos à dos, oui, entre Tshisekedi et Kabila, trahit quelque peu la nation, puisque le président Tshisekedi a aussi besoin de l'expertise de M. Kabila. Écoutez, ça c'est le point de vue qui est le mien et que j'ai toujours de façon décomplexée soutenu. Moi je pense, je l'ai dit tout à l'heure, on doit de plus en plus, dans la politique congolaise, être des hommes qui agissons au nom de notre conscience. Pas toujours pour des intérêts de contentement, et ou de l'opinion, ou des dirigeants, parce que on voudrait être, soit dit en passant, bien vu, bien coté. Non, la vérité, c'est que les deux artisans de l'alternance démocratique, ce qui est un pas essentiel dans l'écriture de l'histoire démocratique de notre pays, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans alternance. La démocratie, c'est l'alternance. D'abord, le signe le plus évident, et ceux qui montrent et qui réifient en fait, si vous voulez, l'idée démocratique. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie s'il n'y a pas de possibilité d'alternance. Donc maintenant, les deux artisans de cette alternance sont vivants. Il n'y a aucune raison que ces deux personnages politiques soient dos à dos. Il y a eu quelques inconvénients liés à la nature même de cette première expérience. Un pouvoir qui entre et l'empressement certainement des tenants de ce pouvoir d'avoir la totalité du pouvoir, un pouvoir sortant avec les tenants de cet ancien pouvoir en difficulté de sevrage. Ce sont des choses qui arrivent. Mais c'est aussi ça la démocratie. Le président de la République a avancé en créant l'Union sacrée. Nous avons eu des élections. Cette page doit être derrière nous.
Le président de la République a tendu la main. Il est important que ceux qui sont ses contemporains comprennent l'importance du rassemblement pendant que notre pays est attaqué et menacé dans ses fondements. C'est le message du peuple congolais. Lorsque le Congo central vote pour un président issu du centre du Congo, lorsque le Bandundu, qui a un candidat solide, Martin Fayulu, notamment en l'occurrence, vote majoritairement pour un président, lorsque l'Est du pays en guerre, lorsque le Sud, le Nord Kivu, d'où est issu Mukwege et d'autres candidats, votent pour le chef de l'État, il n'y a qu'un seul message. C'est qu'il n'y a plus d'ethnie, je l'ai dit précédemment, il n'y a plus de Nord, il n'y a plus d'Ouest, il n'y a plus de région, il n'y a plus de province, il n'y a qu'un Congo menacé. Et lorsqu'une nation est menacée, le rempart, c'est le commandant suprême, c'est l'armée. Un commandant suprême d'un pays en guerre n'est jamais lâché par son pays, et ça c'est le message du peuple. Et c'est le message que nous, les acteurs politiques, nous devons recevoir. Arrêtons nos calculs politiciens et regardons la quintessence du message lancé par le peuple congolais. Quelque chose doit être fait. Il ne suffit pas de penser, il ne suffit pas de le prêcher. Le centre, cette attitude-là de rapprocher les partis en conflit est devenue comme une idéologie pour le centre, votre groupe. Mais c'est ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous faisons sur votre plateau? Nous assumons pleinement que tout en soutenant le président de la République et tout en l'ayant accompagné dans sa campagne pour sa victoire, comme tous ceux qui ont, dans l'Union sacrée, fait ce choix, nous ne demeurons pas moins des hommes de centre, ceux qui savent dire la vérité pour l'intérêt de l'ensemble, sans regarder le quand dira-t-on. Vous m'avez dit ici que le ministre des Affaires étrangères, que le secrétaire général du parti présidentiel ont dit des choses. Je n'ai pas d'informations contradictoires. Je ne réponds qu'en conscience de ce que je sais, de l'homme dont vous parlez. Et j'analyse froidement. C'est cela notre rôle. C'est baisser les tensions et montrer la voie. Et dire que la voie de la guerre n'est pas une voie souhaitable. Dire que le président de la République a tendu la main, que les oppositions saisissent cette main tendue pour le bien de notre pays. Très bien. Monsieur Germain Kambinga, peut-on dire aujourd'hui que le centre est à la fois au sein du FCC ou de l'Union sacrée, je vais dire? Mais non, ça fait très longtemps que... Parce que je cherche à vous situer. Non, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. On va vous répondre. Vous savez, le centre a été à l'initiative de la création de l'Union du Front commun pour le Congo. Exactement. Et dans ce cadre-là, nous avons cheminé avec le Front commun pour le Congo jusqu'à ce que 90% des sociétaires décident de faire autre chose. Ça veut dire d'aller faire l'union sacrée. Et dans ce cadre-là, nous avions proposé une alternative avec une nouvelle offre politique au sein du FCC. Ceux qui étaient restés, le petit noyau qui était resté, les 10%, 5% de personnalités qui étaient restées, n'ont pas considéré que cette approche que nous proposions convenait à la vision qui était la leur. Nous nous sommes détachés en 2021, octobre 2021, pour reprendre notre autonomie en tant que centre. Et dans le cadre du processus électoral, nous avons donc adhéré à l'Union sacrée et participé à la signature de la charte de création de l'Union sacrée, plateforme électorale, méga regroupement électoral. Et dans ce cadre-là, nous avons pris nos responsabilités et travaillé dans la galaxie du président Mbossonko Dia. Voilà la situation, tout simplement. Mais vous portez encore les germes du kabylisme. Non, je porte les germes de la vérité. Je pense que quand on a le parcours qui est le mien, on ne doit pas être un petit monsieur à la recherche de positionnement dans la flatterie. Moi, je dis la vérité, je dirai toujours la vérité, parce que je peux me permettre de dire la vérité. Je n'attends rien de personne, je ne demande rien à personne, et je ne cherche même pas de satisfaction de qui que ce soit. Je transmets des idées,
et qui correspondent à des convictions. De la même façon, j'ai considéré que le FCC, après le départ de 90% des sociétaires, devait se reformer et qu'ils ont considéré que notre approche était séditieuse. Nous avons pris notre liberté. De la même façon, nous avons considéré dans le processus électoral, il fallait adhérer à la dynamique mise en place par le chef de l'État. De la même façon, aujourd'hui, si vous me posez une question, je réponds librement, en citoyen libre. Il n'y a aucun germe du FCC. Je ne suis pas obligé de dire que j'ai la conviction que parce que X ou Y a rejoint une rébellion, que Joseph Kabila est derrière. Vous m'avez posé la question de savoir l'homme que je connais. Oui, je le connais parce que j'ai travaillé avec lui et donc je peux me faire une idée. Et je vous ai dit, il ne me semble pas être ce type de personne. Après, les services de sécurité font leur travail parce que c'est leur travail. Si je me suis trompé, l'histoire et la vérité à venir nous instruira. Mais pour moi, de ce que je sais, je vous ai donné une réponse qui correspond à mes convictions, à ma conscience. Très bien. Alors, continuons les changements. Oui. C'est un livre que vous avez écrit. Quand est-ce que ces changements a commencé pour qu'enfin nous le continuions? Disons que en 2018, nous avons vu un homme surprendre l'échiquier politique parce qu'il n'est pas le candidat adoubé par l'ensemble de l'opposition, bien qu'ayant été le président de l'opposition, aller dans une espèce de solitude électorale, se retrouver victorieux par l'évidence. La réponse à cette question pour nous a été, c'est très simple, c'est parce que les Congolais ont considéré que cet homme, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, incarnait le mieux l'idée du changement. C'est ça la première étape du changement. Il y a une lutte de plus de 40 ans qui est celle de l'UDPS, d'Etienne Tshisekedi. Il a un fils qui succède et qui est candidat et ce fils gagne. Le premier changement, c'est celui-là. Ensuite, il y a toute la dynamique de gouvernance mise en œuvre par le président de la République. Aujourd'hui, nous avons les plus hautes autorités de l'État qui peuvent être interpellées par la justice à des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginé avant. Ça veut dire qu'il y a une conquête de l'indépendance de la justice. Premier point, on peut circonscrire la réponse sur 3 piliers. Okay. Le pilier institutionnel et politique, le pilier économique et social, et le pilier sécuritaire et diplomatique. Sur le plan politique et institutionnel, je vous parle de la justice. Tout n'est pas encore parfait. Mais nous constatons qu'il y a une dynamique. Mais elle est encore malade. Et c'est pour ça que elle n'est même pas convalescente, mais malade. Ah ben oui, ça veut dire qu'on a un chef d'État qui dit ceci. Il faut bien comprendre le message du président de la République pour qu'on parle de la continuation nécessaire du changement. Il redonne à la justice un élément essentiel et consubstantiel à ses véritables capacités, ça veut dire son indépendance. Il dit, même dans ma maison, ça veut dire là où je travaille, vous pouvez venir les arrêter. Ceux qui ne sont pas en phase avec la loi, avec l'intérêt du peuple. Ça, c'est ce que le président de la République, dans l'équidistance qui doit être la sienne, peut faire dans un premier temps. Garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi magistrat suprême. Mais de l'autre côté, il y a indépendance de la justice. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il dit, première étape, je vous donne votre indépendance. Utilisez-la bien. De bonnes enquêtes, de la célérité dans les traitements des dossiers, le respect des textes, le respect de la dignité. Mais il constate que l'impulsion qui est la sienne ne va pas au rythme qu'il souhaiterait. C'est quoi son rôle dans cette équidistance? C'est de se rappeler à cette justice comme il se doit. Et non, pas se plaindre. Non, il y a certaines opinions pensent que c'est. Mais non, ça c'est non. Les gens confondent le rôle qui est celui de chef de l'État, qui dans ce type de circonstances, tout en maintenant l'équidistance, il intime en réalité. Quand il s'exprime, ça veut dire qu'il intime dans le respect de l'indépendance de la justice, des organes qui dirigent les structures, qui organisent notre justice, à s'amender en leur disant « vous n'avez en réalité plus de raison de vous plaindre
puisque même chez moi, vous venez mettre votre nez et vous ne me voyez pas intervenir. Donc, faites mieux, parce que tout le monde se plaint de vous. Vous êtes mis à nu. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière un président de la République omnipuissant, omnipotent, qui phagocyte l'indépendance de la justice. Je vous ai donné les instruments. Le peuple est témoin. Lorsqu'il dit « la justice est malade », c'est pour mettre la justice face au peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Ce sont des évolutions qu'il faut poursuivre. Continuons. Ce n'est pas un livre de satisfaction. C'est un livre qui énonce ce qui est en cours et qui souhaite que cela aille jusqu'au bout. Parce que ce n'est que dans la finitude, ou plutôt, puisqu'il n'y a pas de finitude, dans la perpétuation du mouvement, que les changements seront de plus en plus tangibles sur le plan de la justice, je l'ai dit, mais sur le plan également de notre organisation politique. Avons-nous déjà eu des élections plus inclusives que celles que nous venons d'avoir ? Tout le monde a pu être candidat, même ceux qu'on soupçonnait de possible exclusion. C'est la première fois qu'on a des élections à date échues. Pas un seul jour de plus. Les résultats étant publiés de manière rapide. J'ai du jamais vu. Mais des élections élastiques, c'est aussi la première fois dans notre pays. C'est aussi ça la vérité de la continuation du changement. Ça veut dire, on a toujours le choix de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Nous, ce que nous encourageons, ce sont les évolutions positives. Et l'impératif de la tenue de la date, absolument pour respecter la Constitution, c'est un choix fort de changement. Pour dire, on est intransigeant sur la question de la respiration démocratique. Maintenant, la contrainte, c'est les capacités. Et ce sont ces capacités qui ont peut-être entraîné ce glissement de jour, qui a été rattrapé par ailleurs par la célérité et la rapidité dans la publication. Donc si vous faites un petit calcul, vous allez dire point positif, ça s'est tenu à temps. Point positif, on a eu des résultats, bureau de vote par bureau de vote, province par province, en direct à la télé, et en moins de 3, 4, 5 jours, tous les résultats étaient là. C'est du jamais vu. À vous attendre parler, c'est comme si... De points négatifs, on dira, il y a eu des images qui nous ont laissé l'impression que certains acteurs politiques se sont montrés indélicats. Il y a eu une élasticité peut-être un peu trop importante du nombre de jours de vote. Donc, il y a toujours un équilibre à établir. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on jette le bébé et l'eau du bain, ou est-ce qu'on jette l'eau, on garde le bébé et on dit les principes à nous améliorer. Clair, la fraude corrompt tout. On ne peut pas avancer tout en autorisant aussi des entorses à la loi. Non, ça c'est un manichéisme qui ne correspond nullement à la réalité. Ce ne sont pas les premières élections que nous organisons en République démocratique du Congo. Et si vous regardez l'histoire des élections dans notre pays, ce que vous reprochez à ce processus, vous pouvez le reprocher au processus de 2006, de 2011 et de 2018. Il n'y a qu'à voir les références journalistiques, les articles des journaux, les réactions de la communauté internationale, les recenser sur Google, sur Internet, et vous aurez l'impression qu'il y a un souci. Mais cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en réalité, le problème n'est pas factuel, il n'est pas conjoncturel. Le problème, il est structurel, et qu'il faut aller vers des réformes, continuer les changements. On a eu une élection à date échue, on a eu une publication qui s'est faite de manière plus rapide, mais il y a des défauts. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus ces défauts ? Einstein disait, la folie, c'est répéter les mêmes erreurs et penser les mêmes choses et penser avoir des résultats différents. Si vous voulez que ces changements amorcés atteignent leur vitesse de croisière et que la mise en œuvre offre des résultats plus rapides et plus pérennes, il faut des réformes fortes, et même des réformes constitutionnelles. Je l'ai dit et je l'ai assumé. Et dans ce livre et dans toutes les déclarations qui sont celles de mon groupe politique. Vous ne pouvez pas dire, ah non, les partis politiques fonctionnent comme des officines privées.
Vous pouvez pas dire ils mettent leurs fils et leurs femmes. Vous pouvez pas dire ils sont à la fois sénateurs et laissent des places à leurs fils au provincial, à leurs femmes à la députation. Vous pouvez pas dire tout ça. Vous pouvez pas dire les ambitions ne sont pas respectées dans les partis politiques. Vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de place pour la jeunesse. Vous pouvez pas dire que les jeunes veulent avoir un rôle plus important en politique, être plus libres d'ambitionner et considérer qu'il n'y a aucun changement à apporter ou faire semblant de ne pas comprendre que ce changement, c'est d'abord un changement constitutionnel. Parce que ces matières sont, pour l'essentiel, régies par la Constitution. Très bien. Donc, ce sont ces choix courageux qu'il faut pouvoir faire si on veut que les changements implémentés puissent atteindre leur vitesse de croisière. Aujourd'hui, Kadima, pour certains, est un démon, comme hier l'était Corneille Nangaa. Apparemment, c'était pas tout à fait faux, puisqu'on voit ce qui se passe maintenant avec les actions qu'il pose. Et avant-hier, c'était Ngoï Mulunda, et bien avant, c'était l'abbé Malou Malou. Donc, tous ceux qui passent par la CENI rentrent propres et sortent de la salle. Il faut vous poser juste la question de savoir pourquoi. La réponse, c'est que les faiblesses conjoncturelles se sont accumulées et sont devenues des atavismes et des tares. Il faut changer cela. Ne continuons pas à jouer avec le feu. L'élection est un moment de fête démocratique. Ce n'est pas un moment qui doit, à chaque cycle, mettre le pays au bord du précipice. Et pour arriver, il faut changer certaines choses. Le troisième pilier, vous avez dit 3. Sur le plan économique, voilà. C'était pour vous dire qu'il y a des changements. On a vu qu'il y a des améliorations sur l'indépendance de la justice. La justice est plus indépendante, mais elle doit s'améliorer dans le rendu de ses décisions. On continue. Je vous ai parlé de l'organisation politique intérieure, avec le fait qu'on a eu des élections qui sont le moment, si vous voulez, de vérification des réalités démocratiques. Jamais on a eu une élection aussi inclusive. Depuis 2006, personne n'a été exclu du processus électoral. Certains attendaient que X ou Y tombe, comme ça s'est fait peut-être dans les années antérieures, mais tout le monde. Ça veut dire qu'il y a des évolutions démocratiques. Il faut continuer. Ensuite, la question économique. Oui. Mais aujourd'hui, on se plaint, on dit notre budget n'a pas été très performant en 2023. On dit on a stagné à 10 milliards, alors qu'on avait prévu 14 milliards. Bah, écoute, dans la dynamique de l'analyse économique, il faut quand même constater qu'avant 2021, nos budgets, lorsqu'on stagnait dans une fourchette basse, on était à 3,5 milliards. Et lorsqu'on était dans une fourchette haute, on atteignait 5 milliards. Donc si 2 ans après, stagner, reculer, veut dire avoir 10 milliards, ça veut dire que relativement, il y a une très grande évolution. Et qu'on peut dorénavant se projeter sur 20 milliards si on travaille. Ça veut dire que le Congo a évolué de ce point de vue. Aujourd'hui, on a des réserves de change qui dépassent les 5 milliards de dollars. Je ne suis pas d'accord sur le fond en tant qu'économiste sur cette politique. Je pense que c'est trop. Parce que immobiliser 5 milliards pour des intérêts financiers très réduits, je pense qu'on pourrait se contenter de 2 milliards. Dans un système de flux tendu et de rareté de ressources comme on le constate dans notre pays. Mais sur le plan statistique, on peut néanmoins constater qu'on a 5 milliards. On était à 1,3 milliard, 1,6 milliard il y a 4 ans. Il y a des évolutions. L'indexation progressive du salaire des agents de l'État, c'est une évolution en termes de politique sociale. Le franc congolais a une faiblesse structurelle, c'est qu'on a une monnaie, mais sans avoir une économie, c'est très compliqué, parce que finalement, la monnaie, c'est le pendant en termes, si vous voulez, c'est le baromètre, si vous voulez, de l'économie d'une nation. Vous avez une monnaie, mais vous n'avez pas d'économie, donc c'est très compliqué à tenir, d'où cette espèce de bimétallisme dans lequel nous sommes, avec le franc congolais comme une monnaie transactionnelle à vitesse de circulation rapide, parce que dès qu'on l'a, on veut s'en débarrasser, et de l'autre côté, le dollar qui assure l'ensemble des autres fonctions de la monnaie, que sont le véritable intermédiaire d'échange, c'est le dollar, la véritable réserve de valeur, c'est le dollar, ainsi de suite. Donc,
Ce sont des petits soucis. Donc, lorsqu'on a cette indexation des salaires des fonctionnaires qui est mise en œuvre par cette volonté du chef de l'État, c'est une évolution. C'est une évolution qui permet de donner un visage social à l'action publique. La gratuité de la maternité, qui est la première, la mise en œuvre, si vous voulez, en termes d'essai, de cette intuition du chef de l'État sur l'implémentation de la couverture de santé universelle. La gratuité de l'enseignement, vaste projet de civilisation. On dit le Congo doit se développer. On dit le Congo a un rôle à jouer comme moteur du développement de l'Afrique et un rôle majeur dans l'histoire du monde de demain. Moi, je dis même le Congo, c'est l'Arabie Saoudite de demain, parce que les enjeux de la révolution écologique, de la révolution technologique qui conditionnent le monde de demain, la transhumanité, la robotique, toutes ces ressources se retrouvent au Congo. Très bien. Ben alors, vous y arrivez comment à jouer un rôle majeur si vous n'avez pas les ressources humaines qui vous permettent de les atteindre? Il n'est de richesse que d'hommes. Jean Baudin. Politique de civilisation, gratuité de l'enseignement, qui a commencé dans sa dimension quantitative, mais qui doit se poursuivre. C'est pour ça qu'on continue ce changement également dans ce secteur pour atteindre sa dimension qualitative. La dimension qualitative, c'est quoi? C'est la qualité des enseignants et la qualité des enseignements. C'est la prochaine étape vers laquelle doit aller cette gratuité de l'enseignement, après la dimension quantitative qui est celle de l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration des salaires et tutti quanti. Donc voilà, il y a des dynamiques. Sur le plan de la guerre, troisième pilier diplomatique, aujourd'hui, on n'a jamais autant vu le grand problème diplomatique du Congo de ces 20 dernières années, c'est la violation de son intégrité territoriale. C'est une violation permanente de son intégrité territoriale par le Rwanda. Le président Kagame et toutes les officines, l'Ouganda aussi, subsidiairement. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une loi de programmation militaire qui nous rassure que dorénavant, le budget de l'armée sera à peu près d'1 milliard l'an. Pour que du point de vue militaire, nous soyons outillés, pour que du point de vue de l'intelligence, c'est-à-dire des services de renseignement, c'est tout cela la guerre, que nous soyons outillés, pour qu'en termes de communication de crise, nous soyons outillés. Ce sont des évolutions. Jamais on a vu le président Kagame s'exprimer autant que depuis que cette virilité diplomatique est mise en œuvre par la RDC pour dire partout où c'est possible que le président Kagame se comporte en RDC comme un boucher et veut faire le monsieur propre à l'international, alors que tout cela est une posture usurpée. Il vole les richesses du Congo, il tue les Congolais, et ça se dit partout. Par la diplomatie congolaise maintenant. Aujourd'hui, plus qu'hier. Sauf au Rwanda. Lui continue à nier. Ça, c'est Kagame. C'est déjà une première étape. Il est obligé de nier. Avant, il ne s'exprimait même pas, parce qu'il ne sentait pas cette chaleur arriver aux portes du Rwanda. Aujourd'hui, il le sait. Il sait qu'il a en face un président de la République qui ne se laissera pas faire et qui est prêt à en découdre. Il a compris qu'il a en face un président de la République qui est prêt à en découdre. Et il sait qu'en réalité, le soft power utilisé par le Rwanda cache les vraies faiblesses de ce pays. C'est un tissu social fragile, Tutsi Hutu, une étincelle et ça éclate, convalescent d'un génocide, ne l'oubliez pas. C'est une économie fragile, extrêmement fragile, sans racines, née de la commisération internationale, beaucoup d'aides extérieures, un peu d'industrie, mais tout cela par raccordement frauduleux au Congo, beaucoup de services, donc très fragile. Ils ont tout sauf une structure économique de guerre, et il le sait. C'est pour ça qu'il met en avant le soft power. Nous, on a le vrai pouvoir de guerre, parce qu'on a un territoire qui a des ressources immenses, et le terrain de guerre est loin de là où se trouvent nos plus grandes ressources, capables de financer. Alors, donc il y a des évolutions dans tous ces différents secteurs qui engagent la République vers des perspectives qui peuvent
être des perspectives de développement si nous gardons le fil d'Ariane de cette démarche, si nous sommes rassemblés, si nous oublions les postes politiques. Oublions un peu. C'était d'ailleurs ça la prochaine question. Vous savez, puisque oublions les postes toutes politiques. ces propositions, ce sont des chantiers que vous avez présentés ici. Pensons pays. Qu'on ne soit pas toujours avide de tout, être prêt à tout, je veux dire, pour des positionnements. Quand on est à l'extérieur, on est prêt au plus grand extrémisme. On va dans des rébellions pour devenir en fait des factatomes stipendiés par des ennemis comme le Rwanda, parce que c'est ça en fait cette rébellion. Le problème, il est là. Il faut bien que les jeunes qui adhèrent à ces rébellions comprennent, ils ne sont là que pour justifier une stratégie du Rwanda dans le cadre de son soft power, pour démontrer à l'humanité que les critiques qui nous sont opposées aujourd'hui, la lumière qu'on met sur notre saleté n'est pas réelle. Le problème, il est congolais. Regardez tous ces jeunes Congolais qui sont dans cette rébellion. C'est eux, entre eux, et non nous. Donc ils sont en train de travailler pour entériner une thèse qui est celle du Rwanda. Ils ne sont pas en train de... Ce n'est pas de la frustration, comme l'a dit le cardinal. Peu importe. On peut être frustré, vous savez. On n'a pas de mandat électif, on n'est pas en fonction, on ne s'en porte pas moins bien. On a tous envie, mais pourquoi aller à de tels extrêmes, mettre en danger l'avenir de son pays? C'est ce que je dis. On ne peut pas trahir son pays. S'allier dans une rébellion financée, accompagnée par le Rwanda, c'est la pire des trahisons. S'allier avec le Rwanda, qui veut balkaniser le Congo et qui a tué des millions de Congolais, il n'y a rien qui peut justifier cela. Aucune frustration ne peut justifier cela. Je préfère encore écrire des livres. Très bien. Il n'y a rien. Et nous devons transmettre cela à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, hier, on regardait les grands comme des tontons, les papas comme des papas, mais c'est nous maintenant les papas. Le Congo, c'est nous. Les Tshisekedi des années 80, c'est nous. On ne peut pas trahir son pays. Il n'y a aucune justification à une alliance avec l'ennemi. Le Rwanda, le gouvernement rwandais, ce sont les ennemis du Congo, les ennemis de mon pays. Je ne peux pas accepter cela. Aucun Congolais ne doit accepter cela. Aucun jeune Congolais. Même si vous n'avez pas eu de mandat, même si vous dites j'ai été élu, on m'a volé mes voix, même si vous dites j'ai fait la campagne du président, je ne suis pas nommé, on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité les frustrations liées à des ambitions individuelles à l'avenir d'une nation. La fierté de la préservation de notre héritage commun. Très bien. Monsieur Germain Kambinga, maintenant que ce sont des très bonnes idées que vous avez ici répétées dans votre ouvrage, le Premier ministre, disons la Première ministre est là, vous êtes prête à déposer toutes ces propositions sur sa table afin que ces changements continuent, ou vous êtes ambitieux de porter les propositions, elles sont publiques. Avant de publier cet ouvrage, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des interventions médiatiques, et c'est ça notre rôle en tant que politique. La Première ministre vient d'être nommée, elle aura certainement un programme de gouvernement, elle aura qui va s'appuyer, elle l'a dit d'ailleurs, sur les différents piliers sur lesquels le président de la République s'est engagé vis-à-vis du peuple congolais, et pour lequel le chef de l'État a eu les suffrages. Donc partant de là, je pense qu'ils ont une feuille de route. Nous avons des propositions qui sont libres à la disposition de ceux qui nous dirigent. C'est ça notre rôle en tant qu'acteur politique, en tant qu'intellectuel congolais, en tant que homme d'expérience aussi, parce que finalement, les hommes d'expérience, c'est ceux qui ont travaillé, qui connaissent l'État, et c'est un peu notre profil. Donc on met cela à la disposition du Congo et à ceux qui nous dirigent de pouvoir, si c'est nécessaire, s'en inspirer. Il n'y a aucune obligation, mais il ne faut surtout pas, dans une nation, consacrer la défaite de la pensée. Il y a un environnement propice
à la prospérité de la bêtise dans notre pays actuellement. C'est pour ça que d'un côté, on a des extrêmes, des gens qui trahissent le pays et vont dans les rébellions, et de l'autre, on a des gouailles bonimenteurs qui alimentent le débat public avec un vide profond, sans fond. Les gens parlent de tout, de rien, ne savent pas de quoi ils parlent. On parle d'économie alors qu'on ne sait même pas c'est quoi l'économie. On parle de finances alors qu'on ne sait même pas c'est quoi les finances. On parle de droit constitutionnel alors qu'on n'a jamais suivi ou lu un seul manuel de droit constitutionnel. Tout est possible. Il y a une ubérisation du débat public qui fait que on va sur Internet, on prend deux termes, on pense qu'on a compris. Non. Ce sont les deux extrêmes de la bêtise, de la prospérité de la bêtise actuelle, et c'est ça qu'il faut combattre. Lorsque nous écrivons, c'est pour essayer de nourrir le débat avec des questions de fond, avec des idées, pour dire finalement, on peut pas faire avancer le pays. On peut pas désespérer de ce pays. Et voilà, c'est tout. Alors, dernière question, M. Germain Kambinga. Vous proposez aussi que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Vous parlez du référendum. Beaucoup pensent que c'est pour maintenir l'actuel chef de l'État au pouvoir. Je ne vois pas le lien. Très honnêtement, le président de la République est à son dernier mandat. Il l'a dit. Et vous savez, puisque ce que vous proposez, ça impliquerait la révision de la Constitution. Mais ça change rien du tout. Ça change rien du tout. Ça nous pousse à toucher une disposition intangible. Ça ne change. Il n'y a pas de disposition. À moins que vous nous disiez que c'est sans effet rétroactif. On va s'exprimer très clairement. Le penseur ne se donne pour limite que son idéal imaginé. Moi, je ne peux pas contraindre ma réflexion à des considérations juridiques factuelles, ou à supposer que X ou Y pourrait en profiter. La Constitution, le régime constitutionnel actuel, sur la base duquel le président de la République a été élu, dit « il fait son dernier mandat ». Ok. Le président de la République, dans son discours à la nation, le 20 décembre 2024, lors de sa prestation de serment, dit dans le cadre de cet ultime mandat. Revoyez le discours. Mais ça a échappé à tout le monde. Et pourtant, il parlait en français. Il dit « mon ultime mandat ». Ça veut dire quoi? Ultime mandat, ça veut dire le dernier mandat. Il l'a dit. Le discours existe. Allez écouter ce discours du début jusqu'à la fin. Vous allez vous rendre compte que le président de la République a dit « mon ultime mandat ». Partons de ces deux réalités. Le penseur institutionnel que je suis, il a vu une opportunité. En 2017, j'ai publié la tribune sur la nécessité du passage à la 4e République, en 2017. Les archives existent. Tapez sur Internet, il y avait une conférence de presse, j'ai présenté une tribune où j'explique pourquoi on a atteint les limites du régime de Sun City et qu'il fallait passer à la 4e République. Donc ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, je l'ai dit déjà en février 2017. C'est une conférence de presse, le texte existe, les images existent. Lorsque le président de la République dit ça, lorsque le président de la République se retrouve avec 73% des voix, pour moi, c'est une opportunité historique. Pour lui, de porter le pays vers le changement dont le pays a besoin, sans pour autant qu'il puisse en être le bénéficiaire. Ah, très bien. Parce que... C'est ce qui apaise. Non, c'est pas à moi d'apaiser. Moi, je ne suis qu'un penseur institutionnel. Moi, je ne vais pas dire « Ah non, ce qui est bien pour le Congo, je ne peux pas le dire. Ah, parce que sinon Tshisekedi va en profiter. » Ah non, ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Là, c'est quand on réfléchit à l'envers, en mettant en avant la mauvaise foi, au sens de Jean-Paul Sartre. Voilà. Moi, je pense sans limite. Je dis, je connais l'État, j'ai été membre de plusieurs gouvernements, j'ai été député national, j'ai été au cœur du fonctionnement des partis politiques congolais. J'ai vu ces 20 dernières années, ou presque, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je propose des changements. En mon âme et conscience. Je ne vais pas limiter ma réflexion parce que le président de la République pourra en profiter. Moi, j'écris de bonne foi et je me dis, le chemin le plus court pour le chef de l'État,
Parce que c'est tout ce dont il a besoin, c'est tout ce qui lui reste comme conquête, c'est conquérir l'histoire. Très bien. C'est qu'on parle de lui dans 100 ans. Qu'est-ce qu'il peut avoir de plus que ce qu'il a déjà? On dit, les gens flattent un président de la République pour qu'il ait quoi de plus que ce qu'il a déjà? Il est chef de l'État. La seule chose dont il a besoin, c'est qu'on parle de lui dans 100 ans, dans 200 ans. Et pour y arriver, il faut qu'il marque l'histoire, il faut qu'il reforme, il faut qu'il fasse avancer le Congo sans forcément en être bénéficiaire. Merci beaucoup. C'est ça la marque des hommes d'État. Penser aux générations futures plutôt qu'à la prochaine élection. C'est une antienne que tous les politiciens connaissent. Merci beaucoup, Monsieur Germain Kambinga, député national honoraire, dans ma circonscription électorale, bien entendu. Vous avez, en tout cas, fait rêver beaucoup de jeunes. Merci pour votre intervention et merci d'avoir répondu à toutes nos questions, surtout à notre invitation. On a fait rêver les jeunes, j'espère qu'ils se sont réveillés et qu'ils sont à la conquête maintenant de leur place et de leur pouvoir. Et c'est à ça qu'on les invite. Arrêtez de porter les valises, arrêtez de flatter les gens sur Internet, arrêtez de déifier des leaders politiques, arrêtez d'être utilisés, prenez vos responsabilités et votre liberté. La liberté individuelle, c'est la liberté de pouvoir suivre sa conscience et ses convictions. Et non pas simplement des intérêts de leaders politiques qui, eux, nous ont fortement démontré que leur parti politique, en réalité, c'est pour eux, leur famille et les leurs. Donc, soyez libres. C'est comme ça que le Congo va libérer les vraies énergies démocratiques. Moi, je propose d'ailleurs la révision de la loi sur l'organisation des partis politiques. Les partis politiques doivent fonctionner comme l'État. On est président pour 1 mandat, 2 mandats. Si vous dites que le président de la République ne peut pas avoir plus de 2 mandats, alors pourquoi vous voulez être pendant plus de 20 ans président de votre parti? Très bien. Changez aussi la loi sur les partis politiques. C'est une des clés pour que les orbites se fixent et que les satellites soient moins mobiles dans l'environnement politique congolais. Merci beaucoup et surtout les jeunes, arrêtez de rallier Corneille Nangaa. Ah oui, il ne faut pas trahir son pays. Très bien. Vous savez, j'avais 5 ans, 6 ans. J'étais dans un pays étranger, dans la voiture avec mon père. Rapidement. Et je me moque parce que je me rends compte qu'il y a des feux rouges. Et je me souviens qu'on n'avait pas de feux rouges au Zaïre à l'époque. Mon père m'a giflé. Il m'a dit une chose, on ne se moque pas de son pays. On ne trahit pas son pays. Quelle que soit la raison, quelles que soient les frustrations, on ne peut pas aller rejoindre un groupe rebelle qui gère en avant-garde, en tête de pont, les intérêts du Rwanda. Le Rwanda, dans sa politique actuelle, est une nation avec ses gouvernants ennemis du Congo. Mon camp, c'est le Congo. On ne peut pas rejoindre un tel mouvement. Il ne faut pas. Ce serait une trahison. Merci. Madame, Messieurs, c'était également un plaisir de présenter pour vous cette émission. Vivez longtemps, vivez heureux, vivez 100 ans. Merci.